Face à face. Et aujourd'hui, dans son face-à-face, André Berkoff reçoit l'essayiste David Duquesne qui vient de publier aux éditions Grasset « Ne fais pas ton français ». Et oui, itinéraire d'un bâtard de la République. Bonjour David Duquesne. Bonjour André. Alors, David Duquesne, vous avez écrit un livre bouleversant, je dois dire. Enfin, c'est un livre qui interpelle, c'est un livre qui raconte votre enfance. Alors, je le rappelle, mais vous allez raconter ça beaucoup mieux que moi. Vous êtes né en 1970. 71. 71. Vous avez donc 53 ans, c'est bien ça. Exactement, oui. Et vous êtes né, je dirais sans être ch'ti, vous êtes né dans le Nord, dans les Corons, enfin, ouais. dans ce qu'on appelait à les Lens. Corons. À Lens, c'est ça. Vous avez eu comme grand-mère Fatima Lazare Benbouali. Oui. Et votre mère Ouria. Oui. C'est ça qui vous a. Et puis comme père, Serge Duquesne, qui dit que vous n'avez plus vu depuis l'âge de 5 ans, pratiquement. Oui. C'est ça. Et vous racontez effectivement le Nord, vous racontez comment vous avez été élevé, vous racontez la violence des parents, la violence des familles, la violence des clans, et puis aussi de très jolies choses, de solidarité, ou des choses très fortes entre vous aussi. Et puis vous racontez un peu tout ça, c'est votre vie quand vous êtes à l'école, comment ça se passe, les scènes auxquelles vous avez assisté. Et je dois dire que loin de ces bavassages sur le métissage, la créolisation, etc., le multiculturalité, vous l'avez vécu, mais vous l'avez vécu vous, et vous le racontez totalement différemment, et c'est ce qui m'a marqué, au bon sens du terme, des discours qui soient politiques ou idéologiques habituels. Je voudrais que vous me parliez de ça, c'est de ce que vous avez senti, vous, très tôt d'ailleurs. Oui, je l'ai senti très tôt et j'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux en 2012, après les crimes perpétrés par Mohamed Merah, parce que ce que j'entendais ne correspondait pas du tout au réel que j'observais depuis ma plus tendre jeunesse. Je voulais un petit peu ramener de la réalité. Ce livre, en fait, qui est venu un peu plus tard, c'est un miroir de la société française, mais sur les 70 dernières années, pour démontrer la mutation qui est en train de se jouer, qui est une mutation anthropologique, démographique, culturelle et civilisationnelle. On est passé ainsi de la méritocratie républicaine à la préférence diversitaire. Et on est parti du roman national pour arriver à Alfred Salouz, qui est un petit peu la version nationale d'Al-Andalus. Alfred Salouz. Que Emmanuel Macron semble avoir une nostalgie pour un apartheid religieux où la charia régissait les relations entre musulmans et non-musulmans. D'ailleurs, il faudrait le rassurer, Monsieur Macron, parce que Alfred Salouz est en train de se réaliser en France dans beaucoup de quartiers, que ce soit dans les quartiers nord de Marseille, même dans presque tout Marseille, en Seine-Saint-Denis, Roubaix, Tourcoing, Grenoble, Rennes, Nantes, Bordeaux est en bonne voie aussi. Certains quartiers de Toulouse, où Mohamed Merah a pu faire ce qu'il a fait. Donc il faut le rassurer. D'ailleurs, c'est assez curieux, puisque Emmanuel Macron, son club préféré, c'est quand même l'Olympique de Marseille, qui dénote une certaine fascination pour une certaine testostérone, une virilité, une sorte de culture du caïd qu'il fantasme. Donc, on le voit bien même, aujourd'hui, Emmanuel Macron est devenu un peu le vizir de son petit calife élyséen, qui est Yassine Bellatar. Donc, voilà, je voulais démontrer cette mutation en cours qui est dangereuse. Loin avec Emmanuel Macron. Oui, je vais loin, mais c'est lui qui va loin, il va plus loin que moi. Alors justement, ça m'intéresse, alors David Duquesne, comment vous, parce que vous racontez beaucoup de choses par rapport à la guerre d'Algérie, au FLN, à tout ce qui s'est passé dans les années 50, 54, 60, je rappelle que vous êtes né en 1971, donc c'était avant vous, d'ailleurs, je veux dire que ça a commencé. Mais comment, justement, vous avez vécu cette prise de conscience que vous avez eue très jeune, visiblement? Mais parce qu'il y a des choses qu'on raconte dans la famille, il y a des choses qu'on apprend. Il y avait dans ma famille une héroïne qui était Hassiba Benbouali, la cousine de ma mère, qui était une poseuse de bombes du FLN, qui est morte en martyr. Donc déjà, ça suscite une interrogation, puisqu'elle était glorifiée. Ma mère glorifiait quelqu'un qui était morte pour que les femmes, finalement, rentrent à la niche et que ma mère profite des libertés que la France offrait. Donc il y avait quelque chose d'assez paradoxal.
Ensuite, à force de témoignages, j'ai appris qu'il y avait en France ce qu'on appelait les bureaux du FLN qui surveillaient les Algériens en France durant la guerre d'Algérie afin qu'ils ne s'assimilent pas, qu'ils ne prennent pas les mœurs des Français, qu'ils ne marient pas leurs filles. C'était une politique voulue à ce moment-là. Bien sûr. Déjà, oui. Oui, et les Algériens en France devaient payer un impôt révolutionnaire qui finançait 80% des actions du FLN. Ils devaient payer aussi un impôt pour les fêtes musulmanes. Ils ne devaient pas marier leurs filles avec des Français. Ils ne devaient pas prendre les mœurs françaises, ne devaient pas boire d'alcool, ne devaient pas jouer à des jeux de hasard. Et s'ils ne payaient pas, on les tuait. On les exécutait, bien sûr. Et vous, juste, votre famille est arrivée quand en France? Ma famille est arrivée en 47, donc ils ont vécu la guerre d'Algérie de façon assez compliquée, puisqu'il y avait des luttes fratricides entre partisans du MLN et du mouvement national algérien de Messali Hadj, qui était un communiste. Il y avait aussi des gens qui étaient pour l'Algérie française dans la communauté algérienne, donc c'était pas évident. Et donc ils étaient soumis à cette pression, et ne pas faire son français, ça a commencé à ce moment-là. Ouais. C'est sur la communauté algérienne que c'est jouer l'assimilation, ou pas. Ah oui, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat. L'origine, c'est là. L'origine, c'est là. Dans les années 50, 60. Voilà. Et ensuite, beaucoup de Maghrébins, qu'ils soient marocains ou tunisiens, se sont greffés sur ce mouvement, ainsi que les indigénistes, les décoloniaux. Les décoloniaux, les indigénistes ne font que dire ce qu'ils pouvaient se dire dans ma famille il y a 40 ans ou 50 ans. Et en fait, alors, dans votre famille, c'était quoi? C'était plutôt de dire on reste entre nous, on n'épouse pas une Française ou un Français, et pourtant, voilà, votre mère a épousé votre père qui était un bon Français. Enfin, gaulois, comme on dit. Oui, en fait, mes grands-parents trouvaient que la France était un pays formidable. Ils faisaient l'effort de parler français à la maison. Ils estimaient qu'on devait faire des études pour réussir. Et là-dessus, ils étaient OK. Mais ils avaient toujours peur du regard des autres musulmans du quartier. Et il fallait pas... Quand ma mère je vais vous donner un exemple. Quand ma mère a ramené mon père qu'elle a connu à l'usine, ma grand-mère, Fatima, a dit à ma mère, Auria, s'il te plaît, ne viens pas avec ton français à la maison. Tu nous fais la honte. Voilà. Et quand elle m'a donné un prénom juif, Chouma, comme on dit. L'Archouma, donc c'est ce qui pose le problème de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on fait venir en France des sociétés claniques qui sont structurées par le tribalisme solidaire. Et l'individu a beaucoup de mal à s'émanciper dans ces conditions-là parce qu'il est accusé de trahison identitaire. Ouais. Voilà. Et en plus, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que si vous voulez vous assimiler, on s'assimile à quoi? Puisqu'on a tout déconstruit. Qu'on a l'identité honteuse, quasiment criminelle. On dit aux petits Français, l'histoire de votre pays, c'est une succession de pages sombres, de crimes. On détricote le roman national. On a des bons historiens français. C'est pour ça que je vous dis qu'on est passé du roman national à Alphonse Sallous. Ouais. Voilà, ça crée deux types de gamins, deux types de citoyens. Vous avez ceux qui ont honte de leur histoire, qui considèrent que leur histoire c'est une succession de crimes contre l'humanité, de pages sombres. Et vous avez de l'autre côté des gamins d'origine maghrébine qui vont être fiers et revanchards, puisqu'on va leur dire que l'islam c'est génial et qu'en plus on a été monstrueux avec eux. Ce qui, en plus, va alimenter le carburant victimaire et faire le jeu des islamistes, des djihadistes, des islamo-indigénistes. Donc, si on veut détruire ce pays, on ne peut pas s'y prendre mieux. Et en fait, vous dites que cette histoire, oui, justement, je répète un peu ma question, cette histoire remonte aux années 50, 60, enfin aux années de la guerre d'Algérie, et d'ailleurs vous parlez de ce qui s'est passé après, parce que même en Algérie elle-même, quand il y a eu le fils et tout ça, dans les années 90, il s'est passé des choses terribles, entre Algériens, le besoin de pureté amène à encore plus de pureté, c'est-à-dire que lorsque le FLN récupère le pouvoir en Algérie, il va mettre Allah dans la Constitution. Il va refuser que les porteurs de valises puissent être, français. Ils le seront à titre exceptionnel, mais ce ne sera pas transmissible à leurs enfants. Être algérien. Être algérien, oui. Voilà. On ne peut être algérien que par le sang et que par l'islam. Voilà. Donc c'est à partir du moment où on joue à ce jeu-là, il ne faut pas s'étonner 30 ans plus tard qu'une frange encore plus radicale, puisqu'on joue à être plus musulman que l'autre, on joue à être le sur-musulman, on veut devenir le plus musulman que son voisin, ça amène à de l'islamisme, à une radicalisation. Et le Front islamique du salut, lorsqu'il sort de la clandestinité, promet dans ses meetings d'égorger 2 millions d'Algériens qui sont des mauvais musulmans. Carrément, ils ont oui, dit ça. J'ai regardé pas mal de vidéos de meetings en Algérie. Il dit que c'est 2 millions d'Algériens musulmans, mais ils ne sont pas vraiment musulmans. Voilà, on va créer un califat islamique et on égorgera 2 millions de mécréants le lendemain de l'élection. Et vous avez 47% des Algériens qui vont voter
pour le fils. Ouais, pour le Front islamique du salut. Donc, et les violences du FLN vont être recyclées à ce moment-là. Ouais, ce sont des faits ce sont des faits, c'est ce que vous dites. En tout cas, il faut rappeler ça. Et vous en parlez, David Duquesne. Justement, pourquoi David? On va en parler juste après cette petite pause. À tout de suite avec David Duquesne. Et vous voulez réagir ou poser votre question, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. André Berkoff et son invité, l'essayiste David Duquesne, reviennent tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et je ne suis pas le seul dans tous mes états. David Duquesne, Ne fais pas ton français aux éditions Grasset, itinéraire d'un bâtard de la République. Et justement, hors antenne, on parlait un peu de ça, David Duquesne. Vous dites dans votre livre, d'ailleurs c'est intéressant, vous dites « La République avait mis un voile sur les yeux de la France ». Là, vous parlez de l'attitude de la France face à ce qui se passe. Et alors, ce qui se passe, oui, il faut rappeler, vous avez vécu très longtemps dans les cités, vous avez passé votre enfance, votre adolescence dans les cités du Nord, à Lens et ailleurs, et vous dites, si on ne comprend pas les clans, si on ne comprend pas les caïdas, le caïd et les cités, c'est l'angle mort, dites-vous, et on ne comprend rien à ce qui s'est passé depuis 30-40 ans. Oui, effectivement, la politique d'immigration et la politique de logement social a favorisé la reconstruction, on va dire, l'importation de grands clans familiaux. Parce que dans les pays du Maghreb, les gens vivent en clans et on ne se mélange pas avec les clans voisins. Et ces clans se sont reconstitués dans les cités et l'individu dans le clan n'existe pas. Et si on s'en prend à un individu, c'est ce qui est la cause des émeutes urbaines, on s'en prend au clan. Ah ouais. Si vous et le clan réagit. Le clan réagit, oui. Va surréagir, ouais. Et c'est l'angle mort de toutes les analyses intellectuelles parce qu'on prend une grille d'analyse qui convient dans le marxisme ou qui pourrait être, comment dire, acceptable pour le catholicisme, mais dans l'islam avec des populations qui sont structurées en groupes claniques, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas dans... Mais est-ce que, alors, juste, je me fais l'avocat de ceux qui disent, oui, mais il fallait pas les regrouper tous ensemble, il fallait les saupoudrer, les disperser. Bien sûr, oui. Emmanuel Macron appelle ça répartir les difficultés, et on voit ce que ça a donné, puisqu'on a eu des émeutes généralisées dans tout le pays l'année dernière. Mais ceux qui disent ça sont curieusement ceux qui ne veulent pas limiter l'immigration, et qui estiment que ceux qui arrivent sont prioritaires dans l'accès aux logements sociaux. Donc, ils sont un petit peu schizophrènes dans leur façon de présenter les choses. Comme ils ne veulent pas qu'on dise que c'est un problème, que cette immigration a des particularités bien différentes de celles qui sont arrivées antérieurement, ils veulent rejeter la faute sur la France. Donc c'est on va dire un raccourci facile. Mais lorsqu'on gratte un petit peu, comme je viens de le faire, on se rend compte qu'ils sont les premiers responsables de la situation. Oui, c'est une inversion accusatoire. Ouais. Mais alors justement, comment fonctionne le clan? Vous parlez des trois piliers, notamment, il y en a d'autres, le football, le trafic et les filles. Oui, vous évoquez cela. Dans les quartiers, c'est comme ça que ça fonctionne. Le foot, c'est un très grand révélateur sociologique et c'est le sport le moins cher, le plus accessible. Le football, c'est le sport vraiment du tiers-monde, quelque part. Et c'est dans ce sport qu'on va beaucoup s'investir. Ensuite, les filles, effectivement, il y a un problème parce que, si vous voulez, dans les cultures du Maghreb, les mariages sont arrangés. Donc, il n'y a pas cette culture de la liberté de choix, etc. De la liberté de choix, de la drague, on va dire, entre guillemets, courtoise. Et on a un petit peu l'impression que les filles françaises sont des filles faciles et qu'on peut les aborder et faire un peu ce qu'on veut avec elles. Donc, elles sont un petit peu des trophées. En plus, mais ça vient d'où, ça, cette oui, l'européenne, la française, mais l'européenne, puisque ça se passe dans beaucoup de pays d'Europe. C'est assez scabreux. Il faudrait retourner au texte de l'islam sur le fait que les femmes ne sont pas dans le cadre du djihad, par exemple, on peut prendre les femmes des mécréants, des infidèles tués et en faire des esclaves sexuels. Voilà. Donc il y a une idée de pureté et d'impureté. Il y a la pureté des musulmans. Et les non-musulmans sont moins purs que les musulmans, et forcément les femmes des musulmans sont encore moins respectables que... Donc ce que vous dites, vous, c'est que la politique d'intégration et d'assimilation, parce que vous êtes un assimilé, enfin, voilà. Vous ne posez pas la question, vous dites qu'elle a échoué complètement. Enfin, complètement. Et elle a échoué, à votre avis, pourquoi, surtout? Pour plusieurs raisons. La première, c'est la masse démographique
qui fait qu'on ne peut plus assimiler. Oui, la masse devient critique et on ne peut plus... c'est-à-dire qu'un individu qui va essayer de s'émanciper, de s'assimiler, va passer pour un traître. Qui va le protéger? Il va falloir qu'il quitte le quartier d'Ouar, entre guillemets, pour pouvoir échapper au clan. Voilà. On n'est déjà pas capable de protéger un professeur dans un collège ou dans un lycée. Comment on va protéger un gamin dans un quartier s'il veut s'émanciper, s'assimiler et qu'il passe pour un traître à sa famille, à sa communauté? Vraie question. Vraie question. Voilà. Donc les beaux discours, c'est bien, mais dans le réel, quand on tape dans le dur, on fait comment? Et alors, donc, ça conduit à cette espèce de... Et je voudrais revenir sur une chose, les trafics. Les trafics, si vous voulez, quand on explique à des enfants que la France est coupable d'avoir commis des crimes contre leurs ancêtres, qu'elle a colonisés, ces enfants estiment que la République française, ils n'ont pas à la respecter. Donc, ils vont se jeter dans l'économie parallèle pour niquer la France. Ils le disent, c'est revendiqué. Mais les sociologues qui sont convoqués sur les plateaux de télé et dans les émissions de radio racontent autre chose. Ils racontent quoi? Ils racontent, vous voulez dire, ils enjolivent, ils font des images d'Épinal. Ils vont vous prendre deux statistiques, ça marche comme ça. Ils vont vous dire, on le sait, les HLM, les logements sociaux sont criminogènes parce que ces grandes tours avec toutes ces tonnes de béton, ça crée de la criminalité puisqu'on a un taux de criminalité très élevé. Donc c'est lié à la biomasse de béton. Mais moi, je peux aussi dire, avant d'arriver dans les HLM, ces populations venaient de logements insalubres où il n'y avait pas d'eau chaude, où il n'y avait pas de chauffage central, où il n'y avait pas de commodité. C'était un grand progrès. Donc je peux aussi inverser le truc et raconter que, vous voyez, le fait qu'on ait mis de l'eau chaude, du chauffage central, des toilettes et des salles de bain, c'est ce qui cause la criminalité et la délinquance. Puisqu'on a deux statistiques qui se rejoignent. C'est très malhonnête comme façon de faire les choses. Il n'y a pas d'études de terrain, c'est pas sérieux. Certes, oui, c'est pour ça qu'ils sont sociologues de plateau. Pour revenir alors au trafic, etc., ce que vous dites, c'est que tout ça, vous racontez très bien ça dans votre livre, en tout cas, vous dites que ça a explosé quand même en quelques décennies, ça a pris une importance extrêmement grande. On voit très bien ce qui se passe aujourd'hui dans les points de deal et un peu partout. Enfin, c'est pas, hélas, nouveau, mais ça devient de plus en plus violent. Et cette violence-là, est-ce que dans votre jeunesse, justement, parce que vous racontez quelques scènes de lynchage dans votre livre qui sont assez dures, même assez violentes. Donc pour vous, c'était les prolégomènes, c'était le début de quelque chose. Là, il y avait cette violence existait déjà. Les châtiments corporels dans les pays du Maghreb vis-à-vis des enfants, c'est quelque chose quand même d'assez répandu, c'est tabou. On n'en parle pas beaucoup, mais voilà. Et vous dites que c'est répandu. Enfin, ça s'est répandu à la société française parce qu'il n'y a pas eu de butée. Dans les pays du Maghreb ou dans les pays arabes, la butée, c'est le pouvoir de la dictature. Elle empêche les clans de faire la loi. Ça, voilà. Ici, ils arrivent. Mais pas en France. En France, c'est un système libéral. Et ils se rendent compte qu'ils sont face à des gens cool, sympas, ouverts, en plus des gens qui les prennent pour des victimes, ce qui est encore plus merveilleux. Et donc, comme ils sont habitués au rapport de force déjà dans la communauté et dans la famille, le rapport de force, ils vont l'importer dans la cour de récréation, dans la rue. Et ils vont l'emporter. Je dis toujours, 100 tribalistes auront toujours raison de 1000 individualistes. Ouais. Voilà. Parce qu'ils ont la force de l'union, enfin voilà. et du rassemblement autour de certaines valeurs. Et ensuite, il faut dire les choses aussi, l'antiracisme a été pour eux une immunité idéologique. Ça a protégé toutes ces dérives. Comme une certaine justice leur fournit une impunité physique. Ça fait partie de la problématique, oui. L'immunité idéologique protège, par l'antiracisme, protège l'islamisme, protège les caïds, protège les indigénistes. Et donc, il n'y a jamais eu, en fait, ce que vous dites d'ailleurs, il n'y a jamais eu, que ce soit de la part de certains actuels ou de politiques ou autres, il n'y a jamais eu une espèce de réaction à cela. Enfin, c'est quoi? C'est le sentiment de culpabilité des Français? C'est quoi? C'est oui, nous sommes puissance coloniale. D'ailleurs, on va pas revenir à Macron, mais la colonisation est un crime contre l'humanité. Il l'a dit en Algérie pendant sa première campagne présidentielle. Mais enfin, il n'y a pas que lui, et beaucoup d'autres l'ont dit. Vous croyez quoi? C'est une espèce de doxa qui s'est installée et qui a dit oui, de toute façon, nous sommes les coupables et nous devons expier. Oui, il y a une doxa. C'est le christianisme. Ce sont, comme l'explique Chesterton, des valeurs du christianisme qui sont devenues folles. Voilà. Donc,
Ensuite, je pense que les élites utilisent l'immigration. Je dirais, il y a un bloc élitaire qui utilise le bloc diversitaire contre le bloc populaire historique. Ils ont tout intérêt à le faire. Parce que on a un bloc populaire historique qui est pétri de droit du travail, de culture syndicale, et en faisant venir des gens qui vont coûter moins cher pour le bloc élitaire, on peut les favoriser, quitte à faire des concessions sur le blasphème, sur certaines violences, le voile, voilà. Donc, je pense qu'il y a de ça derrière aussi. Oui, d'ailleurs, c'est dans le cadre aussi, en plus de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne, pour faire l'Europe, il faut détruire les nations. Il ne faut plus que les gens aient d'appartenance charnelle à la nation. Donc, on va d'un côté discréditer la nation dans les programmes scolaires, dans les médias, dans le monde de la culture, et de l'autre côté, on va mettre en valeur l'autre, l'altérité, la civilisation islamique, en faisant venir des populations justement qui n'ont pas d'attachement charnel, et même qui ont parfois une haine de la France. Donc ça rend service. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, des intérêts très divergents se retrouvent miraculeusement ensemble pour quelques visées tout à fait non pas glauques, mais on le dit pas, mais on le pense très fort. On va se retrouver tout de suite avec David Duquesne. Ne fais pas ton français, et il continue en fait à faire son français, il faut le dire, on en parlera tout de suite après cette petite pause. Dans le face-à-face, André Berkoff reçoit aujourd'hui l'essayiste David Duquesne. Si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Juste et toujours avec David Duquesne pour ce très bon livre, vraiment, et qui enseigne beaucoup de choses. Ne fais pas ton français. Juste retrouver cette page où vous dites ceci, David Duquesne. Justement, on parlait de cette connaissance. Vous dites, c'est cela que j'ai vu, c'est cela que j'ai vécu. Vous racontez effectivement votre enfance, votre adolescence, vos années d'école, d'études, etc. Que les bobos des beaux quartiers qui ne connaissent rien à cette réalité ne viennent pas faire des leçons antiracistes à un demi-métèque qui sait de quoi il parle. Voilà, vous dites ça. Donc, en tant que demi-métèque, est-ce que vous avez subi donc des accusations ou des remarques des deux côtés du tableau français ? Des remarques de quel genre Des remarques, disons, ou racistes ou discriminatoires ou... Vous savez, jusqu'à l'âge de 35 ans, j'avais des cheveux frisés, j'avais une petite moustache. Donc j'avais vraiment le physique du maghrébin. D'accord. C'était pas écrit sur mon front, mais on pouvait me voir comme tel. J'ai dû subir en 50 ans, un peu plus de 50 ans de vie, 4 ou 5 fois des remarques racistes. Mais j'en ai pas fait quelque chose qui serait, entre guillemets, systémique. Je m'arrête pas à quelques cons que je peux rencontrer à l'occasion. Voilà. Vous n'avez pas fait de la concurrence victimaire, là ? Non, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas mon truc. Ensuite, par contre, les assignations à résidence identitaire de la part de Français, dans la mesure où ils avaient beaucoup de mal à admettre l'idée que je n'étais pas musulman. Donc, c'était un peu compliqué, vous savez, pour eux de comprendre ça. Je voudrais que vous racontiez, d'ailleurs, c'est très intéressant, l'histoire de votre maîtresse, Madame Rochon, je crois. Alors, on l'a appelée Mademoiselle Richon. Richon, c'est ça, oui. En réalité, elle a un autre nom, mais on l'a protégée. D'accord. Elle trouvait, comme j'étais le seul exotique dans la classe en CM1, CM2, elle me trouvait extraordinaire. C'était pas mes notes qui étaient extraordinaires, c'était le fait que j'avais une culture du Maghreb, que je pouvais à l'occasion peut-être apprendre à parler l'arabe, que je devais peut-être être musulman. Elle vous donnait vraiment des meilleures notes qu'un Français, un Alexandre quelconque. J'étais premier de la classe à l'époque, ouais. Voilà. Peut-être vous le méritiez. David, je travaillais très dur. Non, j'ai une mémoire phénoménale. Et un jour, on a rendu un devoir sur la préhistoire, sur le paléolithique, je sais plus. Et puis, elle m'a dit, David, si j'avais pu, je t'aurais mis 22 sur 20, puisque tu m'as dit des choses qui n'étaient pas dans le cours. D'accord. Voilà. Mais ce qui l'avait marqué, c'était ça. Et après, on a eu un nouveau dans la classe qui s'appelait Khalid. Et il était plus exotique que moi, il était plus arabe et plus musulman que moi, donc lui, il était devenu plus intéressant que moi. Voilà. Et je l'ai revu il y a 3 ans, j'en parle dans le livre. J'étais en train de me battre avec un horodateur et elle m'a interpellé, elle m'a dit « Alors, jeune homme, en rade ?» Et je me suis retourné, je l'ai reconnu et on a engagé une discussion. Et la seule chose qu'elle a su me dire, c'est « Ah oui, David, tu as gardé ta formidable culture arabe, tu parles l'arabe. » Et ça tournait qu'autour de ça. Il n'y a que ça qu'elle avait gardé en tête.
C'était les prémices de ce que j'appelle la préférence diversitaire. Et ça a continué au collège, où les profs étaient beaucoup moins sévères envers les jeunes maghrébins, beaucoup plus indulgents en ce qui concerne la discipline ou les notes. D'ailleurs, moi, je travaillais un petit peu moins bien parce que j'avais remarqué que d'avoir des bonnes notes, ça entraînait beaucoup d'hostilité. Je me suis battu avec un gars qui se moquait de moi. Je crois que j'aurais pu le tuer si la prof n'était pas arrivée. Et après, j'ai dit, bon, je vais pas me battre avec tout le monde. J'ai baissé mes notes pour dire de bien m'intégrer, entre guillemets. Et puis, alors tous les ans, on avait droit à l'exposé sur les cultures du Maghreb et sur les 5 piliers de l'islam, alors que c'est pas de ça qu'on avait besoin. Personnellement, c'était comme si on voulait dire aux petits Français qui n'y connaissaient rien à l'islam, mais regardez, c'est merveilleux, tout va bien se passer. Oui, ça c'est bien. Regardez, prenez exemple sur l'exotique. C'est beau, regardez. C'est comme si vous recevez un petit gamin qui vient de Tanzanie ou du Kenya et que tous les ans vous lui faites danser à la kermesse à Kuna Matata, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à devenir lourd. Donc voilà, c'est gentil, mais c'est amusant, cette espèce de mauvaise conscience retournée, quoi, ouais. qui fait une discrimination positive, mais à l'envers. Mais non, mais l'objectif, c'était quand même de faire de tous les enfants, quelles que soient leurs origines et leurs conditions sociales, des petits Français. Ah oui. C'est ça. Donc il fallait embrasser le roman national. Moi, je préférais qu'on me parle de Roland de Roncevaux, de Jeanne d'Arc ou des Lumières que de ça. Et en fait, non, voilà, on voulait faire du zèle. Je crois que nous avons Claude de Perpignan, c'est bien ça? Oui, bonjour André Berkoff et bonjour David Duquesne. Je vous ai écouté avec alors immensément d'intérêt, je dois dire. Parce que vous apportez un éclairage qui me plaît bien, quoi, sur les questions que vous abordez. Et alors moi, j'ai 2 questions à vous poser, dont une qui, à mon avis, pourrait se trouver une réponse uniquement au plan politique, parce que c'est faisable, bien que difficile. Puis une autre plus globale. Alors, la référence que j'ai, moi, c'est en ce moment les femmes afghanes et les femmes iraniennes, qui sont en train d'être les premières, et les femmes afghanes complètement effacées, et puis les femmes iraniennes en voie d'effacement. Oui, on en a parlé ce matin aussi dans l'émission. Et je suis très offensé, moi, par le silence des féministes françaises. Ça, c'est une vraie question. Et puis surtout à Perpignan, cher David, je vois de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles, et les jeunes filles, j'entends lycéennes, voire collégiennes, avec l'abaya et le voile dans les rues de Perpignan. Et je suis offensé par ça, parce que d'abord, on est dans un pays où on n'a pas affiché sa religion, et puis deuxièmement, parce que ces jeunes femmes et ces jeunes filles, en fait, elles sont en train de... c'est un peu comme quand vous disiez que ma mère en fait glorifiait une héroïne qui finalement au bout du compte la condamnait à rester chez elle. Ces jeunes femmes en disant voilà, je veux que vous sachiez que je suis musulmane et que ma loi ce sera la charia, et que donc elles sont prêtes à la répudiation, elles sont prêtes au mariage forcé, elles sont prêtes à ne plus danser, à ne plus avoir de musique. Et je trouve que je pense, que pensez-vous de l'interdiction complète du voile et de l'abaya dans l'espace public? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, elle est très brève. Est-ce que vous ne pensez pas que par rapport aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes, les musulmans qui vivent en France et qui vivent paisiblement devraient quand même prendre la parole et dire non, c'est pas ça? Ou alors, si vraiment c'est ça, get out. Que répondez-vous? Alors la première question, c'était par rapport au voile, aux tenues islamiques dans la cité, dans l'espace public. On a un gros problème parce qu'en fait, le vêtement dans le monde occidental, c'est un marqueur social. Il a une histoire sociale. Dans le monde musulman, le vêtement a une histoire religieuse et identitaire, parce que dans le monde musulman, avant la colonisation, le vêtement servait à définir qui était musulman, qui était chrétien, qui était juif. Et en fonction des droits octroyés à chaque communauté, le vêtement permettait de savoir si la personne outrepassait ses droits. Voilà. Donc, c'est 2 civilisations qui se rencontrent. Le voile islamique, moi, je ne vais pas vous dire que le voile islamique, c'est pas l'islam. Je pense que l'islam reprend son petit bonhomme de chemin après la parenthèse coloniale. Voilà, c'est tout.
Alors, moi... Sauf que beaucoup de leaders musulmans, rappelez-vous Nasser qui se moquait des gens, Nasser le raïs égyptien, Bien qui sûr. se moquait des gens qui voulaient porter le voile. Il dit moi ma fille elle portera jamais le voile. Oui. Le roi du Maroc, Hassan II et autres et pas seulement. Enfin. Oui, bien sûr, et la fille du roi actuel du Maroc ne porte pas le voile. Exactement. Donc, c'est-à-dire que Nasser, on est à une époque où l'Occident impose ses mœurs partout. Il n'a pas honte d'être lui-même. Et donc... Et pourtant, c'est le grand leader du monde arabe. C'est le grand leader du monde arabe, et dans les grandes capitales arabes, les femmes musulmanes ont envie de vivre comme des femmes occidentales. Depuis, on a honte d'être ce qu'on est, et on a laissé le champ libre culturel à cet islam des origines. Alors moi, je peux pas vous dire qu'il faut l'interdire. Non, c'est pas de ça. C'est pas moi qui ai les outils pour contrer cela, mais ce qui se joue avec cette immigration musulmane qui s'installe et je l'explique dans mon livre, il y a une sorte de course à l'échalote. Dans les quartiers, on n'a pas peur des islamistes. On a peur des autres musulmans, on a peur de la communauté, on a peur de passer pour de mauvais musulmans auprès des autres. Donc on fait du zèle. Donc le vêtement va servir à montrer aux autres qu'on est tout aussi musulman que l'autre. Voilà, se joue le jeu du sur-musulman. Et vous allez même plus loin. Dans votre livre, vous parlez du zèle des convertis. Oui, les convertis vont encore plus loin parce qu'il faut qu'ils fassent leurs preuves. C'est ça. Donc, comme ils n'ont pas souvent... Parce que pour les convertis, être musulman, c'est être arabe, entre guillemets. Alors, comme ils n'ont pas la bonne couleur de peau, alors, ils vont aller plus loin pour prouver que... Voilà, donc il faut absolument... Et pour eux, le Saint Graal, c'est souvent, chez les garçons, de pouvoir se marier avec une fille maghrébine musulmane, être accepté dans une famille. Voilà. Et justement, pour répondre à la seconde question de Claude, vous avez répondu, vous dites que, parce qu'il dit pourquoi les musulmans ne sortent pas pour protester auprès du sort fait aux femmes afghanes et aux femmes iraniennes. Alors souvent, c'est vrai que j'ai posé souvent la question à des femmes qui portaient le voile, je leur dis, vous êtes là à dénoncer l'islamophobie dès qu'on vous interdit de mettre le voile dans les écoles ou dans certaines administrations, mais j'ai jamais vu de femmes voilées musulmanes manifester pour les droits des femmes qui refusent le voile dans les pays musulmans. Vous êtes où, là? Et qu'est-ce qu'on vous dit dans ces cas-là? Il n'y a pas de réponse. Il y a une gêne. Ouais, c'est tout le problème, effectivement. Nous allons juste continuer avec David Duquesne et juste faire une petite pause. À tout de suite. Et pour une question ou pour une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Supercoff dans tous ses états. Le face-à-face. David Duquesne ne fait pas ton français, mais justement dans ce livre, vous faites votre français, vous le faites bien, c'est-à-dire que voilà, vous définissez enfin, parce qu'à un moment donné, on vous dit, oui, pour les partis, vous êtes quoi? Vous êtes français, vous êtes algérien, vous êtes ceci, vous êtes cela. Et justement, alors, David Duquesne, qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis un Français, c'est tout. J'essaye d'être fidèle à ce que la France a pu proposer de meilleur. Et c'est avec panache que je viens ici défendre la France et mon livre. Voilà. Tout à fait. Et justement, est-ce que quand vous, avec le recul maintenant, vous êtes marié, vous êtes père de famille, vous avez connu des moments très durs que vous racontez dans votre livre. Est-ce que vous sentez, sans dire vous êtes pessimiste ou optimiste, est-ce que vous sentez on peut aller vers une résolution des problèmes, par le haut bien sûr, ou bien au contraire, on va vers des affrontements plus ou moins inéluctables? Et je ne vous demande pas de prophétiser, on n'est pas dans un congrès de voyance, mais quand même. Alors, je pense qu'il y a si on prend les bonnes décisions, il risque d'y avoir des violences en réaction. C'est-à-dire? C'est-à-dire que... Quelle décision il va falloir limiter drastiquement l'immigration et revoir la politique de logement, c'est-à-dire... il ne faut pas répartir les difficultés, il faut tuer les difficultés. Et déjà, s'opposer drastiquement à une forte immigration, avoir une immigration choisie, ça va créer des violences qui vont venir de la gauche, ça c'est sûr. Ensuite... ce qui se passe dans les quartiers, il faut un choc d'autorité. Les caïds et les islamistes ne respectent pas les faibles, ils les méprisent. Donc il va falloir faire preuve d'autorité.
L'autorité au niveau de l'État, au niveau de l'État, au niveau de la justice. Il faut aussi, il y a des gens qui n'ont rien à faire dans les rues et qui ont créé une économie parallèle, une loi parallèle, une police parallèle. Ces gens-là, il faut les sortir des quartiers. Parce que les islamistes comptent sur eux. Y compris Manu Militari, soyons clairs. Il faut le faire Manu Militari. Vous savez, on nous a dit que c'était pas le rôle de l'armée d'aller faire ce type de besogne. Mais moi, j'ai le souvenir qu'en 1946, lorsque les mineurs ont manifesté pour améliorer leur niveau de vie, améliorer leur salaire et leurs conditions de travail, on a envoyé les chars. Alors peut-être que les mineurs, c'était plus dangereux que les caïds. Peut-être. Ils étaient avec des vélos, ils n'avaient pas d'armes. Ils voulaient juste avoir de meilleures conditions de travail et des salaires revalorisés. On leur a envoyé les chars, on a envoyé l'armée. Et puis, lorsqu'on a voté la loi de 1905, on a sorti sur la laïcité, rappelle, les 15 années qui ont précédé cette loi. On a envoyé l'infanterie dans des abbayes, dans des couvents, dans des monastères, alors qu'on avait des gens qui n'étaient pas très violents. C'était pas des guerriers armés, là, les trappistes ou les sœurs. Et on s'en fait une gloire, comme si qu'on avait... Voilà, non, mais il y avait pas c'était pas très glorieux en réalité. Donc vous dites autorité, vous dites, voilà, il y a des choses à faire très précises et que la loi permet en plus. La loi permet, il faut... Et qui l'empêche alors? Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas? Déjà, il faut des moyens matériels. Il y a des gens qui, je veux dire, il faudrait un peu plus de prisons quand même. On les attend, les places de prison. Il faut donc des fonctionnaires aussi pour travailler dans ces prisons. Il faut aussi, il y a des gens qui devraient être expulsés du pays, qui sont dans les OQTF. Les OQTF, mais aussi des binationaux qui n'ont plus rien à faire dans le pays et qui surchargent les centres pénitentiaires. Vous parlez des binationaux qui ont commis des crimes ou c'est ça. Ouais. Voilà. Et puis aussi, ainsi que certains islamistes. Donc, oui, il y a un travail d'autorité à faire. C'est la violence légitime de l'État qui n'est pas appliquée. Si on le fait, ça va forcément entraîner des troubles. Et si on ne le fait pas, on aura des violences qui vont devenir exponentielles à terme. On sera confronté à des violences. Chaque année, c'est pire que l'année précédente. Vous reprenez, en paraphrasant Churchill, vous avez choisi la lâcheté pour éviter la guerre, vous aurez la lâcheté et la guerre. Exactement. Et donc, et personnellement, ce que vous voyez depuis que vous avez connu dans le Nord, que vous connaissez, que l'on connaît tous aujourd'hui par rapport à ce qui se passe, est-ce que c'est une question, parce que vous en parlez un peu de gauche et de droite, ou c'est une question beaucoup plus générale par rapport aux élites, à la position des politiques, à l'électoralisme et au conflit d'intérêts? Je pense que c'est plus... un problème avec nos élites, même si, on va dire, à droite, il y a encore des gens qui sont lucides et qui proposent des choses. Je pense que le ministre de l'Intérieur actuel est quelqu'un d'intéressant parce qu'il fait quand même les bons diagnostics. Je ne sais pas s'il aura les moyens matériels d'appliquer ce qu'il veut faire, mais il est plutôt au niveau du discours. Reste à savoir s'il pourra appliquer. Voilà, ça. Voilà. Mais oui, effectivement, au niveau des élites, c'est une catastrophe. Les élites jouent leur partition contre le peuple français. Et ils utilisent cette immigration contre le peuple français. Ce que je dis, c'est très grave. Ça va peut-être me valoir des ennuis, mais... Non, mais oui, c'est ce que vous parlez quand vous parlez des faits diversitaires et des faits élitaires. Enfin, ouais, le bloc diversitaire, le bloc élitaire. Et à un moment, je me suis dit, mais on n'est plus dans le fait divers, on est dans le fait diversitaire. Qu'on maquille d'ailleurs, qu'on cache, on euphémise, on minore. Et celui qui va essayer de dire le réel risque d'être ostracisé, d'être mis à mort socialement. On va presque le criminaliser. Donc il y a un climat de terreur idéologique en France sur ces sujets qui règne et qui est très délétère. Et vous pensez qu'il a grandi par rapport à ce que vous avez connu il y a 20 ans ou 30 ans? Ah oui, bien sûr. Plus le problème est grand, plus la terreur grandit avec. Et plus on essaye de masquer. Ça aussi. Voilà, c'est-à-dire que les faux semblants. On vous dit, ici, quelqu'un a été tué a été transpercé par une défense. Là, un homme a été piétiné par des pattes géantes. Là-bas, on a entendu un barrissement, on a découvert 3 morts. Il y a une maison qui a été écrabouillée par un troupeau, mais on ne sait pas de quoi c'est. Et si vous dites le mot éléphant, on vous dit attention, tu es éléphantophobe. Ah oui, j'ai vu un éléphant, comme il y a l'éléphant dans la maison. Voilà. Comment vous osez dire ça? Voilà. Et je crois que ça résume, hélas, une bonne partie tout de la situation. En tout cas, lisez le livre de David Duquesne, Ne fais pas ton français.
C'est écrit, c'est informé, et puis surtout, ça parle du réel. Et c'est pas mal quand même de se rappeler, je le dis très souvent, quand le réel frappe à la porte, il ne faut pas se boucher les yeux et les oreilles, il ne faut pas fermer les fenêtres, il faut ouvrir et regarder. C'est ce que vous avez fait dans votre livre. Merci. André Berkoff recevait aujourd'hui l'essayiste David Duquesne qui vient de publier aux éditions Grasset Ne fais pas ton français.